Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, bienvenue à Carte sur table sur Hype FM. Vous avez écouté à 9h15 le journal de la semaine, qui cette semaine encore avait une actualité très chargée. Dans cette émission Carte sur table, nous allons revenir sur cette actualité dans un nouveau format que nous inaugurons ce matin. Cette actualité qui défile chaque jour pour laisser la place à une autre, emportée par le tourbillon des chaînes d'infos en continu et des réseaux sociaux, sans vraiment laisser le temps d'une analyse à froid. Or, vérifier l'information, la sourcer, l'analyser, la rendre compréhensible est le dur travail des journalistes, rendu encore plus difficile s'agissant de la presse arménienne de France par l'éloignement, mais aussi la multiplication des vrais faux sites d'information en Arménie, qui sont de véritables fabriques à fake news et à manipulation. Tel n'est pas le cas des médias de la communauté arménienne de France, qui sont dignement représentés autour de cette table. Artsakh, situation au Moyen-Orient, diplomatie de l'Arménie, évolution en Turquie, sont devenus au fil des mois et des années des sujets récurrents de la presse arménienne d'Arménie ou de diaspora. Mais encore faut-il pouvoir décoder cette information et la mettre en perspective. Pour cela, nous recevrons dans ce format régulièrement de Cartes sur table des journalistes qui essaieront de nous apporter leur éclairage sur l'actualité. Pour cette première émission, nous avons le plaisir de recevoir deux journalistes des principaux magazines de la presse arménienne de France, Benjamin Keshishian pour les Nouvelles d'Arménie, Vahe Terminassian pour France Arménie. Messieurs, bonjour. 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 Donc ensemble, nous allons passer en revue l'actualité arménienne des dernières semaines. Et premier sujet dans l'actualité, les chartes d'amitié signées entre des villes d'Artsakh et des villes françaises qui font l'objet de recours et d'annulation de la part des tribunaux français. Dans le même temps, de nouvelles collectivités prennent le relais et affirment leur amitié avec l'Artsakh, comme le Conseil général de l'Isère en septembre, ou le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Wauquiez, en Arménie le 23 octobre dernier. Ou même encore, le forum pro-Artsakh, où ont participé près d'une centaine d'élus venus de 25 pays. Pour faire le point sur ce dossier, nous avons en ligne Ovanes Kevorkian, représentant en France de la République d'Artsakh. Allô ? On me dit qu'on a un léger souci technique avec Ovanes Kevorkian. Alors, messieurs, peut-être justement d'abord bonjour. Quel est dans cette actualité? Ah, ça y est, on me dit qu'on a Ovanes Kevorkian. Ovanes Kevorkian, bonjour. Vous me posez une question? Pas encore, Ovanes. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-on faire un point sur ces chartes d'amitié? Combien ont été annulées? Combien sont encore menacées aujourd'hui? Alors, en tout, depuis 2013, il y a 14 chartes d'amitié qui ont été signées entre des communes de France, des collectivités territoriales. 8 entre elles ont été attaquées et annulées. Et aujourd'hui, 5 maires de ces 8 ont décidé de faire appel. Donc, pour les 5 communes, le procès est en cours encore. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres jugements qui soient prononcés? Naturellement, pour les appels, il y aura certainement d'autres jugements qui viendront. Mais il ne s'agit pas de nouvelles chartes ou de nouvelles communes. Ce sont les communes qui avaient été attaquées et dont les chartes avaient été annulées. Et aujourd'hui, donc à la suite de ces appels, il y aura des jugements qui confirmeront peut-être les décisions de première instance ou alors prendront une autre décision. Alors, je l'ai dit en introduction, dans le même temps, de nouveaux soutiens apparaissent, comme le Conseil général de l'Isère ou le président de la région Rhône-Alpes. Comment comptez-vous poursuivre cette mobilisation? Absolument, et pas seulement. Il y a d'autres communes en France qui, vu cette situation incompréhensible, voire ubuesque, ont décidé de tendre la main à l'Artsakh, à la population de l'Artsakh, et ont proposé à des communes artsakiotes de signer de nouvelles chartes. Le temps venu, les annonces seront faites et ces chartes seront signées. Donc, au-delà de l'Isère et de l'engagement du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'autres
maires ou responsables de collectivités territoriales prennent des engagements. Donc le processus continue. Il faudrait que la mobilisation soit là, parce que tout simplement ces chartes d'amitié visent de créer des ponts, d'établir des ponts directs entre la population alsaciote et la population française. Et la France ayant pris un engagement fort dans le règlement du conflit entre l'Artsakh et l'Azerbaïdjan, à mon sens, en notre sens, doit encourager ces établissements des ponts, tout simplement parce que ça répond à une nécessité absolue de désenclaver la région et rompre l'isolement de la population du Haut-Karabakh. Oui, d'ailleurs, vous participez cet après-midi, ce soir, à un meeting de soutien aux maires concernés par l'annulation des chartes à Villeurbanne. Cette mobilisation se poursuit également auprès des amis et de la communauté arménienne, des sympathisants. Bien sûr, j'en profite d'abord pour remercier le CDCA d'avoir organisé ce meeting, d'avoir prévu ce meeting. Et naturellement dire un très grand merci aux maires qui, malgré ces attaques, restent extrêmement fidèles à leur engagement, à leurs convictions et ne lâchent rien, coûte que coûte, essaient de défendre ces chartes d'amitié qui lient, une fois encore, simplement de simples citoyens alsaciotes à des citoyens français. Merci beaucoup encore Vanessa Kevorkian pour ces quelques minutes. Merci à vous. Bon meeting à vous pour ces éclairages également, et bon meeting tout à l'heure à vous. Je vous remercie. Alors messieurs, première question, comment peut-on juger de l'attitude de la France à l'égard de ces chartes d'amitié ? Termination. Écoutez, sans être dans le secret des dieux, il est évident que tout ça n'est pas fortuit, que bien évidemment l'annulation de ces chartes d'amitié n'intervient pas sans que le gouvernement français ait donné des instructions ou des choses comme ça. Et de quelle mesure le gouvernement français a été saisi de cette affaire ? Évidemment, on peut imaginer que ce soit sous l'influence du lobby azeri, le fait que la France comme ça cède sur ce point qui est quand même anecdotique. Je veux dire, une charte d'amitié, c'est quoi ? Je veux dire, c'est pas un engagement du gouvernement français en faveur du Karabakh, c'est aussi la liberté des communes de pouvoir établir des liens, et c'est tout à fait discutable sur le plan juridique, même si les jugements effectivement sont défavorables, mais moralement je vois pas très bien le problème. En quoi c'est une obstruction à la politique, à la diplomatie de la France, qui par ailleurs effectivement est membre du groupe de Minsk de l'OSCE et est médiatrice dans le conflit du Karabakh. Mais est-ce que c'est pour autant justifier que cette région du Karabakh, comme il a été signalé par Vanessa Kevorkian, reste complètement isolée, sans avoir la possibilité d'avoir des liens avec l'extérieur, d'amitié, d'échange, etc., et s'ouvrir à l'extérieur? Je pense que aussi l'un des facteurs de résolution du conflit, c'est aussi le fait que la région elle-même puisse s'ouvrir à des contacts vis-à-vis de l'extérieur. Benjamin, moi je crois qu'il faut aussi ajouter que le pouvoir aujourd'hui se cache derrière un juridisme un petit peu excessif pour retoquer ces chartes, et qu'il y a un juridisme qui est un peu à deux vitesses, puisqu'il y a des chartes d'amitié qui ont été signées avec des communes palestiniennes, Chypre Nord ou Taïwan, qui ne sont pas remises en question, et celles-ci sont remises en question. Donc on peut douter de l'argument juridique, et on peut se dire qu'effectivement derrière ça il y a des motivations politiques et des motivations probablement économiques, puisque le niveau d'échange entre l'Azerbaïdjan et la France est bien plus important que le niveau d'échange entre l'Arménie et la France. Donc ceci expliquerait cela, ce serait une manière de rendre la monnaie. Il y a un deuxième aspect aussi qu'on peut évoquer, on peut dire aussi que c'est une manière pour la France de maintenir une certaine neutralité au sein du groupe de Minsk et d'éviter... Voilà les deux seuls arguments, mais c'est des arguments qui ne tiennent pas, puisqu'en fait ça se passe au niveau local et que sur le plan national ça n'engage en aucune manière la diplomatie française. Oui, enfin surtout que ça date, comme il a été souligné, depuis 2013, il y a des signatures de chartes qui ont été faites, et c'est aujourd'hui simplement qu'il y a une réaction du gouvernement français, elle n'est évidemment pas fortuite. Oui. Et pourquoi, à votre avis, l'Azerbaïdjan porte une telle attention au fait que ces chartes soient annulées ?
Parce que c'est une constante de la politique de l'Azerbaïdjan, qu'on le voit bien qu'il n'y a pas une réunion internationale où les Arméniens où des représentants arméniens et des représentants azeris sont présents sans qu'il y ait des attaques. Ils ont trouvé cette opportunité, ils l'exploitent. Voilà. Oui, tout à fait. Ils essaient d'enfoncer un coin, mais c'est un niveau d'action qui... Bon, ils ont d'autres niveaux d'action. Ils mènent de grosses actions de lobbying culturel. Ils ont financé le Louvre, ils financent le Max, c'est un très grand musée à Rome. C'est une manière d'être présent, c'est une manière d'affirmer leur présence, et c'est, on va dire entre guillemets, c'est de bonne guerre. Et non seulement c'est à leur présence, là tu as cité des événements internationaux, mais enfin par ailleurs au niveau des municipalités françaises, et aussi il y a le lobbying azeri pour essayer de lier ces municipalités avec Bakou, donc avec des villes azeries aussi, et donc c'est une concurrence, voilà, je pense. Et est-ce qu'il n'y a pas pour eux, enfin évidemment indirectement, mais c'est une façon aussi de rendre illégitime la notion même d'existence de l'Artsakh, de dire bah non, vous n'avez même pas le droit à une déclaration d'amitié. Oui, c'est. Alors leurs arguments, on les connaît. Je veux dire, oui, c'est ça, mais c'est ça. Mais on peut leur répondre très simplement que ça reste au niveau municipal. Qu'il ne s'agit pas d'accord entre le ministère des Affaires étrangères, c'est pas une déclaration gouvernementale, c'est une municipalité qui déclare son amitié à une autre municipalité. Il faut m'expliquer en quoi ça joue sur le plan des relations franco-azéries. C'est pas nouveau que de toute manière le gouvernement azerbaïdjanais nie l'existence de l'état de l'Artsakh. De toute manière, il y a des poursuites qui sont engagées contre tout représentant étranger, enfin tout représentant étranger qui se rend en Artsakh est poursuivi et mis sur une liste. À Bakou, des fois il y a eu même, on se souvient de l'emprisonnement de ce blogueur azeri qui a été arrêté parce qu'il était venu en Artsakh. Bon, de ce blogueur qui avait, été arrêté, russe, qui avait été arrêté parce qu'il s'était rendu en Artsakh. Donc voilà, c'est une constante de la politique azerbaïdjanaise contre laquelle effectivement il faut être actif, quoi, il faut lutter aussi. Ce qui choque dans la communauté arménienne également, c'est la facilité avec laquelle le pouvoir français, le gouvernement français, finalement donne quitus à l'Azerbaïdjan sur cette annulation de charte. C'est-à-dire que la France, comme vous le dites, Benjamin, aurait pu tout simplement dire non, regardez, c'est au niveau local, etc. Mais on a l'impression que c'est un nœud pour l'Azerbaïdjan. Il faut que, à travers l'annulation de ces chartes, la France montre que justement elle essaye d'être neutre dans le conflit. Oui, mais bon, maintenant c'est à nous de jouer notre rôle politique et de faire valoir les droits des Artsakiotes et des municipalités en Artsakh, de faire valoir leurs droits tout simplement. Je veux dire, c'est à nous de jouer notre rôle. Et les prochaines échéances qu'on va connaître, notamment par exemple le dîner du CCAF, que j'attends, on va voir si le président Macron sera présent, mais ça sera intéressant de voir quelle position il va prendre par rapport à cette question, sont importantes. C'est à nous maintenant de mener un travail politique d'explication, et je crois qu'il est déjà engagé, mais il faut effectivement donner plus d'écho à ce travail. Et je crois d'ailleurs, dans Nouvelle d'Arménie, le dernier numéro de Nouvelle d'Arménie évoque également la possibilité que d'autres municipalités, alors je pense que dans Nouvelle d'Arménie c'est la Corse, qui est certaines collectivités qui vont sans doute elles aussi s'engager dans... Oui, on risque d'avoir de très belles surprises de ce côté-là. Attendons de voir, mais c'est très probable. Et ce sera plus compliqué avec des Corses qu'avec... Oui, tout à fait. D'accord. Termination pour France-Arménie, vous évoquez également une forme de soutien international à cette cause d'Al-Assad, parce qu'en fait on se rend compte qu'il n'y a pas que en France où on a des chartes d'amitié, on a des villes aux États-Unis, en Australie, etc. Y a-t-il véritablement un mouvement de reconnaissance internationale, il y a un mouvement d'amitié internationale qui est en train de se créer autour de l'Al-Assad ?
Je sais pas s'il se crée, de toute manière, il y a un réseau. Il y a un réseau au niveau mondial de gens. Moi, j'ai discuté un petit peu avec des gens qui étaient à la conférence qui a été organisée en pro-Artsakh à Stepanakert, des gens du Karabakh qui avaient l'air... qui étaient un petit peu eux-mêmes surpris de voir que effectivement des pays, des représentants de municipalités ou de collectivités de pays totalement inattendus étaient présents pour eux, et donc c'est une surprise. Donc voilà, donc il y a comme ça autour de l'Artsakh un courant de sympathie quand même qui existe au niveau mondial. Très bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette question. Deuxième sujet dans cette actualité, il y a un mois, juste après le déclenchement de l'opération turque en Syrie, nous avions sur ce plateau manifesté avec des journalistes, des analystes, des géopoliticiens, des inquiétudes pour les 3000 Arméniens de Syrie qui vivent dans cette zone entre Kamishli, Deir-Zor et Ras el-Ain. Lundi 11 novembre, nos confrères du journal des Arméniens de Syrie, Gandzasar, annonçaient que le père Ofteb Bedoyan, prêtre de la communauté catholique arménienne de Kamishli en Syrie, avait été assassiné, ainsi que son père, Anna Bedoyan, par des terroristes islamiques de Daesh. Et sur la route entre Kamishli et Deir-Zor, où ils se rendaient pour aller à la rencontre des Arméniens de cette ville du nord de la Syrie. Pour revenir sur cet assassinat qui a choqué, y compris dans le monde entier, et la communauté catholique dans son ensemble, puisque même le pape François a publié un communiqué de soutien, nous avons en ligne Monseigneur Élie Hirarian, l'évêque de l'éparchie des Arméniens catholiques de France. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Quelles sont les dernières informations que vous avez reçues de Kamishli ? Les dernières informations, tout à fait. Hier, la nuit, j'ai contacté notre vicaire général de l'éparchie de Kamishli, Monseigneur Antranik Ayvazian, qui est maintenant, lui, le responsable à Kamishli. Et c'était lui, en même temps, le supérieur du regretté martyr, notre cher père Hofsep Bedoyan. Alors il m'a donné les derniers détails, comme quoi c'est lui-même qui avait insisté à y aller. Il avait dit qu'il devait envoyer de l'argent à ce qu'il paraît là-bas pour les gens, pour les familles pauvres. Alors Monseigneur Ayvazian lui a dit non, laisse maintenant, peut-être c'est pas opportun que tu ailles maintenant. Il a dit non, moi je connais les chemins, je vais aller avec mon père. Et comme ça sera plus facile. Et il a insisté, il a été alors là-bas. Et en allant en chemin, à ce qu'il paraît, il y a des gens armés qui se sont venus de derrière. Ils ont tiré sur eux, mais comme ça n'a pas, ils s'est pas arrêté, alors ils les ont avancés. C'était deux jeunes sur des motos. Alors ils sont venus d'en face et les ont tués. Il y avait deux autres diacres derrière en voiture. Les autres en sont laissés presque de petites blessures, ils ont subi des blessures seulement, mais les deux autres, le père est mort sur place, tandis que lui, il a été transporté. Ils ont fait une grande faute, ceux qui l'accompagnaient, au lieu de le porter dans un hôpital près là-bas, et peut-être il aurait pu être sauvé. Même on m'a dit qu'en chemin, il parlait, il était encore conscient, mais malheureusement, ils ont pris un chemin plus long, ils avaient peur, ils ont dû retourner jusqu'à Hasake, et c'est là-bas, avant d'arriver, ou peut-être à la porte de l'hôpital, ils ont essayé de le réanimer, mais c'était déjà tard. Est-ce qu'on a aussi un peu plus de précision ? Est-ce que c'était une attaque délibérée ou ils se sont trouvés, parce qu'on sait que ces routes ne sont absolument pas sûres, mais est-ce qu'ils étaient véritablement visés ou il s'agissait, ça aurait pu être n'importe quelle voiture qui aurait pu être visée ? Écoutez, encore, on attend les enquêtes officielles. On n'a rien d'officiel, mais ce sont des enquêtes officieuses, des gens qui racontent, etc. Monseigneur Ayvazian m'a bien dit que devant sur le vitre de la voiture, il avait inscrit évêché arménien catholique Kamishli. Alors peut-être ils ont vu ça de loin, ils se sont approchés et ils les ont tiré dessus, sans rien du tout. Ni voler, ni il n'avait pas d'autre raison pour le tuer, sinon parce qu'il était prêtre, il était chrétien, peut-être quelqu'un l'a reconnu et ils ont voulu l'exterminer. Plus globalement, par rapport à la communauté catholique, mais aussi la communauté arménienne de cette zone, est-ce que les risques ont bien sûr augmenté depuis l'opération turque en Syrie, mais quelle est la situation sur place ? Est-ce que les gens sont restés dans cette zone ou sont partis vers des zones plus sûres ? Écoutez, il faut voir ça, comme on dit, il y a 5 ans, il y avait beaucoup d'Arméniens là-bas.
Vous savez bien, nous avions une grande communauté, nous avions une église à Deir ez-Zor avec un monument pour les martyrs, nous avions aussi une paroisse assez grande à Hasake et une autre aussi à Kamishli. Il y avait beaucoup d'Arméniens dans cette région, mais depuis la guerre de Syrie, presque plus que la moitié ont déjà quitté. Même nos prêtres qui étaient là-bas, 3 ont quitté. C'est-à-dire, ils n'ont pu résister au danger qu'il y avait, qu'ils recouraient chaque jour. Alors, ils ont dû quitter et ils sont partis. Il y en a qui est en Arménie, il y a qui est ici en Europe, et l'autre aussi en Italie, je crois. Et il n'y a que ce prêtre marié qui a été, disons, c'était une exigence. C'était Monseigneur Ayvesian qui a insisté qu'il trouve sur place un prêtre qui puisse rester là-bas. Il a trouvé ce jeune qui servait à l'église, il était sacristain. Il l'avait envoyé au Liban, il a fait ses études de théologie. Il a été ordonné il y a 5 ans, durant la guerre, vous devez dire, puisqu'il a été ordonné en Arménie. Même l'évêque, disons, le titulaire de cette éparchie n'a pas pu aller l'ordonner sur place à Kamishli. Ils ont dû le faire ordonner en Arménie par l'évêque d'Arménie. Monseigneur, je suppose que la messe de demain va être un peu particulière pour vous et que vos pensées et celles des fidèles iront vers le Père Bédoyan. Certainement, on va prier pour lui. Déjà, nous, on a célébré hier une grande messe avec le président de l'œuvre d'Orient, qui est le mécène de ces missions là-bas. Il a été lui-même, nous étions presque des représentants de 7 à 8 communautés chrétiennes. Nous avons participé à la messe, il y avait assez de gens, il y avait la télévision, il y avait même la presse qui ont suivi cette grande messe qu'on a voulu être adressée envers les Français, pour les secouer, pour leur dire que vraiment les chrétiens sont là, ils sont persécutés, ils sont en danger, il faut intervenir, il faut mettre fin à la guerre. Et on a insisté sur ça. Déjà, le mot qu'a adressé Monseigneur Golnisch, il était très bien émouvante, et même tous les gens, ils l'ont félicité de ces mots à propos. Et nous aussi, dimanche, moi j'ai déjà commandé à toute notre paroisse, soit à Marseille, à Lyon ou ailleurs, qu'on doit célébrer demain aussi la messe en sa mémoire pour vraiment inciter les gens à voir que les prêtres sont persécutés. On a besoin de nouvelles vocations, on a besoin de nouveaux apôtres pour servir le peuple arménien. Merci encore, Monseigneur, de nous avoir accordé ces quelques minutes et ces éclairages. Merci à vous. Alors, messieurs, vos magazines ont couvert dans leur numéro d'octobre cette offensive turque en Syrie, puis la mise en place de ce cessez-le-feu précaire. Et bien entendu, derrière cette question-là, il y a la question des chrétiens d'Orient et encore plus particulièrement de la communauté arménienne. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de fatalité aux Arméniens sur ce territoire ? Avant de répondre à votre question, je voudrais simplement attirer votre attention sur une déclaration du ministre des Affaires étrangères turc qui regrette la mort du père et qui met en cause les Kurdes, ce qui est quand même, en matière de cynisme, quelque chose d'assez incroyable, puisque l'attentat a été revendiqué. Pour en revenir à votre question, oui, effectivement, c'est malheureusement un basculement. Pardon. Et un pays qui se vide. Les Arméniens ont été protégés par Bachar. Aujourd'hui, ils en payent un petit peu aussi le prix. La communauté arménienne de Syrie, elle s'est réduite de 2 tiers. C'est malheureusement Renaud Camus parle aujourd'hui de grand remplacement. On lui tape sur la tête à juste raison, parce que il le fait dans un cadre qui est différent. Mais effectivement, ça fait 2000 ans que le grand remplacement il a lieu là-bas et qu'on est en train de disparaître. Et malheureusement, je ne vois pas trop comment, à part quelques poches à Kessab, à Damas ou à Alep, comment cette communauté va pouvoir survivre. Termination. D'abord, je voudrais quand même souligner sur le fait que revenir juste sur cet attentat pour dire à quel point, parce qu'on a l'impression là comme ça de loin, nous qui vivons ici, en regardant, en observant la tragédie syrienne, ces centaines de milliers de morts dus à la guerre, que cet événement vient se jeter comme ça dans cet océan de violence comme ça, mais c'est quand même un événement quand même exceptionnel. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que
enfin que quasiment il y a eu, que c'est la première fois quand même depuis 2014, je crois, qu'il y a un religieux chrétien, un prêtre qui est assassiné, un membre d'un clergé d'une quelconque église arménienne d'Orient, si on peut appeler les Arméniens comme étant des chrétiens d'Orient. Donc ça, c'est déjà quand même un événement exceptionnel qui ne fait pas du tout, et ça prouve bien d'ailleurs, il faut quand même souligner quand même que ces minorités arméniennes sont des minorités dans les minorités, elles ne sont même pas une minorité endogène, elles n'ont pas grand chose à voir, et évidemment elles sont sans protection, donc c'est un acte d'une lâcheté épouvantable, et s'attaquer à des prêtres, c'est des gens qui sont par définition pas armés, qui n'ont aucun moyen de se défendre, donc ça quand même, il faut quand même le souligner. Le deuxième fait, c'est bien évidemment l'offensive turque, les Arméniens de Khamishli. Bon, dans les régions un peu devenues autonomes, de fait, tenues par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, ils vivotaient quand même dans une sécurité relative, parce que c'était quand même, toute cette zone-là était dans une relative sécurité. Ils pouvaient encore, ceux qui n'étaient pas partis, continuer à survivre. Là, l'offensive turque a complètement bouleversé la situation. Il n'est pas sûr qu'on revienne, que la vie dans cette région-là soit encore possible, ce qui va continuer à entraîner l'exode de la Turquie, l'exode de la population arménienne qui se poursuit. Voilà. Je sais pas très bien comment ça. Je parle du côté de Khamishli. Maintenant, c'est un exode général. C'est un exode général. Il y a eu l'exode des Arméniens d'Iran, l'exode des Arméniens d'Irak, l'exode des Arméniens de Syrie, du Liban. C'est vraiment, on est en train de quitter ces territoires historiques de la chrétienté. Et quitter pas de notre plein gré, et malheureusement je vois pas trop la solution. Aujourd'hui il y a plus d'Arméniens à Glendale qu'en Syrie et qu'en Irak. Rien que ça, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Je sais pas, on s'éloigne de nos territoires historiques et c'est très grave, mais que faire? Que faire? Oui, alors ça, oui, c'est une très triste réalité que tu décris. Je sais pas, j'ai pas la solution. Bon, enfin, il reste quand même des institutions sur place. Je veux dire, il y a quand même des institutions, il y a des églises, il y a des écoles, il y a quand même un certain nombre d'institutions. C'est évident que numériquement, la communauté de Syrie reviendra pas numériquement à la population. On parlait de 100 000 Arméniens en Syrie avant la guerre. Bon, c'était sans doute Arméniens en Syrie. C'est sans doute un chiffre très exagéré, mais enfin, il y avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'on parle de 9 000 ou 10 000 personnes, peut-être, quelque chose comme ça, dans toute la Syrie. Donc, voilà. Bon, et puis, l'autre chose, juste pour quand même revenir sur cette offensive turque et ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé. Moi, je suis très frappé que, j'en parlais hier, justement, c'est qu'il faut quand même aussi rappeler que ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver aux Kurdes est arrivé aux Arméniens juste un siècle auparavant. Juste un siècle, on est en 2019, 2022, en 1922, enfin bref. Erdogan reprend les fondamentaux de l'Empire ottoman, l'ingénierie ethnique, le remplacement par les Arméniens des Arméniens par les Turcs des Balkans, ce qu'ils ont fait il y a 100 ans, et ils reprennent exactement. En fait, il y a des constantes dans leur histoire. Mais c'est même pas des constantes, c'est que c'est les mêmes endroits. C'est les mêmes endroits, les mêmes villes, d'Adouapar, Kobané, etc. Toute cette frontière, etc. Bon, le Saint-Jacques-Alexandrette un peu plus tard et tout ça. Donc ça, voilà. Bon, et quant à l'attitude de l'Occident, moi, j'entends les médias en France. Je suis très frappé d'entendre qu'on parle beaucoup des djihadistes qui sont emprisonnés. Bon, mais personne ne dit. Enfin, c'est pas assez souligné quand même le fait qu'on ait lâché les Kurdes dans cette affaire quand même. Et l'Occident n'existe plus là-bas. C'est-à-dire qu'il y a le grand retrait entamé par Obama déjà de cette région. Retrait d'ailleurs qui est continué par Trump en toute logique, et on peut penser ce qu'on veut de Trump, et c'est tout à fait dans la ligne de ce choix stratégique. Et il reste qui? Il reste la Russie. Ça fait qu'on se retrouve aujourd'hui, nous Arméniens, même dans cette région, dépendants de nos alliés russes qui n'hésitent pas à vendre des armes à l'Azerbaïdjan et à faire monter la sauce. On sait pas jusqu'où, parce que ils jouent un jeu très dangereux à mon avis.
Mais voilà, et ça, je trouve que c'est l'autre grand changement, bouleversement stratégique en ce qui nous concerne dans la région, c'est que l'Europe, elle n'existe pas. La France, elle a quelques forces sur place, mais c'est pas elle qui va faire la loi. Il reste qui? Alors justement, quels sont finalement les vainqueurs de cette opération, si tant est que l'opération est terminée? Est-ce qu'on peut dire qu'Erdogan a réussi son coup? Où est la France? Elle proteste, mais on sent qu'elle n'a pas les moyens de son action. Trump, on va y revenir un peu plus tard, mais Trump reçoit Erdogan avec les grands honneurs aujourd'hui, presque comme un vainqueur de la guerre, etc. Et avec une forme... Trump est un fan d'Erdogan, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui. Ce qui est encore plus dangereux. C'est un fan de Poutine et de Kim Jong-un aussi. Oui, donc oui. Alors sur le plan de la géopolitique régionale, quels sont les gagnants et quels sont les perdants dans cette opération? Bon, les Kurdes, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont vraiment les grands perdants de cette opération? Moi, je crois pas qu'ils soient si perdants de ça, parce qu'en fait, ils ont réussi à affirmer une présence sur le plan international. Aujourd'hui, ils se retrouvent un peu dans la situation où on était, nous, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. C'est une nation qui est en train d'émerger, c'est une nation qui est très divisée quand même. Ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas oublier aussi que parmi les Kurdes, il y a des djihadistes. On l'oublie souvent, mais il y a des Yazidis, mais il y a aussi des djihadistes. C'est vraiment une nation plurielle. Mais je pense pas que ce soit les grands perdants, parce qu'ils ont acquis un droit moral aujourd'hui à l'existence. Et je pense qu'à plus ou moins long terme, on va trouver une issue pour ce peuple qui doit avoir des droits, qui doit avoir droit à un territoire dans cette région. Quand vous parlez de territorialité, l'envahie-termination, c'est un sujet qui vous attache, mais est-ce que quelque part, ça ne met pas encore plus en valeur, on va commencer à parler aussi de l'Arménie, mais l'immense victoire qu'a représentée l'indépendance en 1991, parce que contrairement aux Kurdes, justement, on se rend compte de l'importance que peut revêtir d'avoir un territoire, d'être un pays, quand on est justement dans ces situations-là, et non pas à la merci de n'importe quel envahisseur. Oula, c'est une question qui va très loin. Oui, forcément, avoir un État, c'est une force, incontestablement. C'est des moyens. On passe à un autre niveau. On peut faire entendre sa voix au niveau international. Quand on n'a pas d'État, on peut pas faire entendre sa voix. Même quand on a simplement un niveau de région autonome, c'est toujours ça de prix. Je pense au l'Irak du Nord, au territoire voilà. Voilà. Donc c'est une différence fondamentale. Que dire? Bon, vous me parlez de l'indépendance de l'Arménie. Ça me fait penser à quelque chose là comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est une digression, ça va être une digression, mais je me souviens d'une des fois où j'avais vu Landing. Et je crois que c'était je sais plus, enfin bref, c'était à Yerevan. C'était une des premières fois, non, c'était pas une des premières fois, je sais plus. Et je lui avais posé la question, pourquoi les Turcs ne veulent pas ouvrir la frontière avec l'Arménie, voilà. Et il m'avait dit quelque chose d'intéressant. Il m'avait dit, tu sais, en 1991, lors de la première guerre du Golfe, les Turcs se sont réveillés un beau matin. D'un côté, il y avait une Arménie indépendante. De l'autre côté, il y avait un Kurdistan dans l'Irak du Nord. Et ça, c'était quelque chose pour les Turcs. C'était le cauchemar géopolitique pour eux, parce que ça, c'était inimaginable pour eux. Et donc, ensuite, quand ils sont retrouvés dans cette situation, évidemment, c'était pas une question qu'ils n'avaient réussi à régler en interne, tout simplement. Donc, ils ont trouvé le premier prétexte venu, le Karabakh, le génocide, les reconnaissances internationales du génocide arménien, pour ne pas établir des relations diplomatiques avec l'Arménie. Voilà, c'est comme ça, bon.
Donc cette question de l'existence. Aujourd'hui, la Turquie et Barzani en Irak du Nord, ils sont très copains. Oui, non, mais là, je te parle. Bon, ça remonte à Mathusalem, ce que je raconte là. Mais voilà, bon. Maintenant, est-ce que pour les Kurdes à long terme, c'est positif? Moi, je leur souhaite que les Kurdes, ils ont perdu une bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre, parce que ils émergent dans le concert des nations. Et on va pas faire de l'ingénierie ethnique avec 40 millions de Kurdes, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Ou alors Erdogan il serait devenu complètement fou. 20 millions en Turquie et puis les autres un peu 20, voilà. Mais donc je pense que même si on peut, c'est une défaite provisoirement, et en plus juste une chose. Faut se méfier un petit peu parce qu'il y avait des Arméniens dans toutes ces régions-là. Je parle pas du nord de la Syrie, mais enfin un peu plus dans la Cilicie. Il y en a plus aujourd'hui quand même. Hein. Donc il y a aussi dans ces régions-là. Alors en Syrie, ils ont conservé aussi leurs forces militaires parce qu'ils n'ont pas affronté les Russes, et donc ils se sont retirés. Donc ils ont quand même une certaine capacité d'intervention. Alors, on évoquait effectivement la diplomatie arménienne. En ayant encore une fois une pensée pour Monseigneur Bedoyan et son père, nous passons maintenant au sujet concernant la visite de travail du Premier ministre Nicole Pachinian en France. Donc c'était lundi et mardi. Il a participé au 2e forum de la paix, il a rencontré la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, il a participé à la 40e assemblée générale de l'UNESCO, plus des rencontres bilatérales avec le président Emmanuel Macron, et ainsi que la communauté arménienne de France. Donc un programme très chargé, diplomatiquement parlant, pour le Premier ministre arménien. Pour en parler avec nous, nous avons en ligne l'ambassadrice d'Arménie en France, son Excellence Asmik Dolmadjan. Votre Excellence, bonjour. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette visite de travail? Նախ ցանկանայի ջերմորեն ողջունել ռադիոյի բոլոր ունկնդիրներին եւ այսօրվա հաղորդման մասնակիցներին։ Ինչպես արդեն նշեցիք, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով գտնվում էր Ֆրանսիայում նոյեմբերի 11 եւ 12-ին։ Այցի անմիջական առիթը մասնակցությունն էր Փարիզի խաղաղության 2-րդ ֆորումին եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 40-րդ գլխավոր կոնֆերանսին։ Ինչպես գիտեք, Փարիզյան ֆորումի նախաձեռնությունը Ֆրանսիայի նախագահինն է։ Առաջին համաժողովը տեղի էր ունեցել անցած տարի, առաջին աշխարհամարտի ավարտի զինադադարի 100-ամյակի տոնակատարության շրջանակներում։ Այս տարի եւս համաժողովին մասնակցում էին շուրջ մի քանի տասնյակ երկրների պետության եւ կառավարության ղեկավարներ, միջազգային կազմակերպությունների անդամներ, Եվրոպական հանձնաժողովի նորընտիր նախագահ Ուրսուլա վան դեր Լայենը եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթով հանդես եկավ համաժողովում խաղաղություն եւ անվտանգության խորագրով թեմատիկ քննարկման ներքո։ Ուրեմն ելույթի ընթացքում վարչապետը մանրամասնորեն անդրադարձավ Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերներին, նշեց, որ Հայաստանը այսօր Հայաստանի 4 սահմաններից 2-ը լիովին փակ են, իսկ մյուս 2-ն էլ հյուսիսային եւ հարավային սահմանները ըստ էության կիսափակ են։ Քանի որ Իրանի հետ սահմանը որոշակիորեն ազդված է այդ երկրի շուրջ միջազգային լարվածությամբ, իսկ ռուս-վրացական հարաբերություններում արկա լարվածությունն էլ իր բացասական ազդեցություն է թողնում Հայաստանի հյուսիսային սահմանի վրա։ Վարչապետը շատ մանրամասնորեն ելույթում անդրադարձավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ Անդրադարձավ խնդրի էությանը, ծագումնաբանությանը, ընդգծելով, որ այն առաջացել է ստալինյան կամայական որոշման արդյունքում Ղարաբաղը հանձնելու խորհրդային Ադրբեջանին։ Վարչապետը խոսեց նաև արցախահայության ազատագրական պայքարի մասին 1988 թվականից սկսած եւ Ադրբեջանի կողմից այն ռազմական ուժով ճնշելու փորձերին, Սումգայիթի, Բաքվի, Մարաղայի ջարդերի մասին։ Վարչապետը խոսեց նաև եւ իր մեծ անհանգստություն արտահայտեց Ադրբեջանում տեղի ունեցող իշխող հայատյացության մթնոլորտի կապակցությամբ։ Վարչապետը, ինչպես եւ նախկինում, անշուշտ կարևորեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների սեղանի շուրջ Արցախի վերադարձի կարևորությունը ընդգծեց։ Ինչպես ասացիք, ֆորումի շրջանակում վարչապետը նաև հանդիպում ունեցավ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, հանդիպումը անցել է շատ ջերմ, քննարկվել են հայ-ֆրանսիական առանձնաշնորհյալ հարաբերությունների այս պահի օրակարգային մի շարք հարցեր։ Երկու ղեկավարները ընդգծել են նաև հայ համայնքի կարևոր դերակատարությունը հայ-ֆրանսիական բարեկամության ամրապնդման մեջ։ Այս բարեկամության հայ եւ Ֆրանսիայի գիտենք ինչ են նախորդ ժամադրությունները
Ըստագետության Ֆրանսիայի նախագահը նշել է, որ առաջիկայում ցանկանում է այցելել Հայաստան, այդ ժամկետները առաջիկայում կճշտվեն դիվանագիտական խողովակներով եւ բնականաբար Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ շատ մեծ ուրախությամբ, ողջերությամբ սպասում են Ֆրանսիայի նախագահի այցին, որը անշուշտ կլինի նոր կարևոր փուլ, նոր կարևոր առիթ ընդգծելու հայ-ֆրանսիական դարավոր եւ շատ կարևոր բարեկամությունը։ Կարծեմ, որ տնտեսության մասին գուզենք, որ ավելի ըստագանանք եւ ավելի խորինք մեր հարաբերությունները։ Այո, վստահաբար, որովհետև այո, կան հայ-ֆրանսիական պատմական բարեկամական հարաբերությունները, կան այն առանձնաշնորհյալ հարաբերությունները, որ հաստատվել են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև Հայաստանի անկախությունից ի վեր, բայց ակնհայտ է, որ այդ հարաբերությունների տնտեսական համագործակցությունը զիջում է քաղաքական երկխոսության մակարդակին։ Եվ կարծում եմ, որ եւ Հայաստանի կողմից եւ ֆրանսահայ համայնքն էլ կարծում եմ կարող է նաեւ իր մասնակցությունը ունենալ տեսնելու, թե ինչպես կարող ենք նաեւ ամրապնդել տնտեսական համագործակցությունը։ Եվ կարծում եմ, որ առաջիկա այցը եւս դրա համար իր ներդրումը կունենա եւ այսօր գիտեք, որ ֆրանսիական մի շարք ընկերություններ գտնվում են Հայաստանում, այդ թվում Պեռնուրիկարը Երևանի կոնյակի գործարանի միջոցով եւ նաեւ Veolia ընկերությունը եւ ֆրանսիական ընկերությունները այսօր իրենց Հայաստանում շատ հարմարավետ են զգում, ողջունում են Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ողջունում են բարեփոխումների տնտեսական այն ընթացքը, որը սկսվել է եւ կարծում եմ, որ դա նաեւ կարեւոր դրական խթան պիտի լինի ֆրանսիական այլ ընկերությունների Հայաստան մուտքին։ Եվ առհասարակ կարծում եմ, որ Հայաստանում այն տնտեսական բարեփոխումների ընթացքը, որ սկսվել է, պիտի անպայմանորեն բերի օտար ներկայության ամրապնդմանը Հայաստանում, առավել տնտեսական ներդրումներին, բայց նաև հայաստանյան ընդհանուր տնտեսական շուկայի, տնտեսական միջավայրի առողջացմանը եւ աշխուժացմանը։ Շատ շնորհակալություն, բարոն Տեսփան, Դիգին Տեսփան, գներեք, եւ քանի մատ բարգան, որ գտնայիք մեզի հետ երացային արսո։ Պարոն Մարտիրոսյան, եթե թույլ տաք, նաեւ կուզենայի գծել, որ երբ վարչապետը անշուշտ հանդիպում ունեցավ նաեւ ֆրանսահայ, թուրքահայ, հոգեվոր եւ աշխարհի կառույցների ղեկավարների հետ, այս հանդիպումները վարչապետի համար շատ կարեւոր են եւ այս հանդիպան ընթացքում եւս ընդգծեց, որ Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջև չկա որևէ սահման, մենք մեկ ամբողջություն ենք եւ երբ Հայաստանը եւ Սփյուռքը հանդես են գալիս միասին, ուրեմն մեր ժողովրդի արժեվ արկա բոլոր հարցերը լուծվում են եւ ամեն ինչ դառնում է հնարավոր։ Շատ համաձայն ենք այս խոսքերուն հետ եւ շատ շնորհակալություն ցեզի, որ ասքանի մատ վարյանները մեզի հետ գրնայիք գաբվիլ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ ձեզ հանդիպմանը խոսք տրամադրելու համար, հետաքրքիր քննարկում եմ մաղթում եւ բարի օր ձեր բոլոր ռադիոընկերներին։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Alors messieurs, vous venez d'entendre l'ambassadrice d'Arménie en France, Aspik Tolmadjan. Que doit-on retenir de ce voyage très diplomatique de Nicole Pachinian en France? La détermination. On le voit, il s'est passé à différents échelons, multilatéral, bilatéral, avec la communauté arménienne de France. Donc il y a des multiples messages là qui ont été lancés dans tous les sens. Bon, le premier message, c'est que effectivement, à l'occasion de ce forum pour la paix, Nicole Pachinian a eu l'opportunité d'apporter quelques éclaircissements sur enfin, je me passe à la position arménienne, mais enfin sur des explications sur le conflit à des gens qui n'étaient pas forcément informés, donc en réaffirmant des choses qui avaient été sans doute un peu oubliées dans l'actualité en France, voilà, par les gens. Ensuite, la rencontre avec la communauté arménienne, auquel il a répondu à un certain nombre de questions. Bon, je parle rapidement sur l'UNESCO et sur la francophonie, qui sont des éléments annexes, enfin qui nous intéressent moins.
Bon, moi, ce que je retiens quand même, c'est que ça a été aussi une occasion parce que dans le communiqué du Premier ministre le Premier ministre arménien qui a été fait à l'issue de cette rencontre avec Emmanuel Macron, il est souligné là-dessus qu'il a été la question des visites de travail et des visites d'État a été évoquée avec Macron, donc c'est un point important. Ça, c'est nouveau parce que on avait entendu parler, hein, on pensait même que cette année il y aurait une visite finalement. Si on en reparle, c'est qu'il pourra y en avoir une prochainement, donc ça c'est un point important. Et pourquoi est-ce qu'il faut absolument relancer comme ça à ce niveau-là les relations franco-arméniennes? Je pense que l'un des aspects des choses, c'est bien évidemment au-delà de la question de Karabakh, qui n'a pas forcément besoin d'une visite d'État, enfin surtout qui n'a rien à voir avec cet aspect de la diplomatie. Je pense que c'est aussi le domaine économique. Je pense que le gouvernement arménien aimerait bien relancer aussi. Enfin, de toute manière, on sait les relations d'amitié entre la France et l'Arménie sont fortes. Je finis juste, et que le degré supérieur des relations, c'est passé au niveau économique. Voilà, c'est de plus longtemps affirmé par les deux gouvernements arméniens successifs, de toute manière. Benjamin Keshishian. Alors je trouve moi que là où Nicole Pachinian est très fort, c'est qu'il a réussi à instaurer une relation d'amitié avec Emmanuel Macron et avec pas mal d'autres dirigeants, et qu'à la différence de tous les anciens dirigeants arméniens, il parle l'anglais. Et ça a l'air de rien, mais ça permet de fluidifier les relations. Et ce n'est pas un détail. Et comme il sait le français aussi. Il sait le français et il manipule à merveille le selfie, ce qui lui permet de communiquer aussi. Donc c'est vraiment quelqu'un de son temps. Moi je trouve qu'il arrive à instaurer une relation qui est nouvelle. Et ça, c'est un vent nouveau qui souffle. Sinon, sur sa visite même, moi, je pense que il a abordé quand même deux sujets qui étaient très importants. Je crois que le cœur du sujet, c'est la libéralisation des visas. C'est la question que le directeur de la publication de Nouvelles d'Arménie a posée tout à fait au Premier ministre. Et on sait que c'est une question très importante. Alors c'est une question qui, nous, ici, nous fait parfois un peu peur, parce qu'on se dit, si on libéralise les visas, il va se passer la même chose que ce qui se passe avec la Géorgie. Les gens vont venir ici, ils vont peut-être profiter du système de soins, etc., même si les choses sont en train de changer. L'Arménie nous dit pas du tout. Et alors, non seulement profiter du système de soins, mais aussi quitter l'Arménie, donc continuer à connaître cette hémorragie. Et l'Arménie nous dit pas du tout. En fait, ça va permettre de fluidifier les échanges, ça va permettre aux gens qui sont sortis de revenir. Et là où je trouve que Pachinian est aussi très convaincant, c'est qu'il dit qu'il ne faut pas avoir peur, et qu'il compte sur le rebond économique qui est réel, puisqu'on parle d'une croissance de 7% cette année pour l'Arménie, ce qui est énorme. Ça signifie que les gens auront moins tendance à vouloir quitter le pays, et que ça lui pose pas de problème. Donc on est je crois que c'était le cœur du problème. Alors l'autre aspect qu'il a abordé, c'est effectivement l'Artsakh, et je pense qu'il était sur une petite victoire, puisqu'il y avait des déclarations de Lavrov le 11 novembre qui disaient que sans le peuple du Karabakh, on pourrait pas arriver à un accord. Donc ça, c'est vraiment un changement important. Alors avec les Russes, moi je me méfie toujours un petit peu, parce qu'ils peuvent revenir sur leur position. Mais c'est quand même, on revient à quelque chose qui est un des fondamentaux, et c'est le cheval de bataille de Pachinian depuis qu'il est arrivé. Pas de négociation possible sans la participation des Artsakiotes. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui sont concernés au premier chef. Est-ce que vous avez l'impression que, après les États-Unis au mois de septembre, cette visite en France et également la séquence du sommet eurasiatique à Yerevan, ou avec Poutine, avec Rouhani, est-ce qu'il n'a pas... C'est exactement ça. Il a fait un magnifique selfie avec Rouhani et Poutine dans le minibus, mais il sait communiquer. Je veux dire, on est avec quelqu'un qui a compris l'importance des réseaux sociaux. Et la preuve, il a 500 000 abonnés sur Facebook. Donc, il a une voix qui porte. Alors, c'est un petit peu dommage pour les journalistes, parce que là, maintenant, il a instauré une relation directe. Et alors, comme il est très bavard, comme il aime s'étendre sur les sujets, on l'entend souvent sur sa page Facebook. Mais oui, je crois que c'est un chef de gouvernement qui amène de la modernité.
Et ça nous fait un bien fou, qui amène de la modernité et qui est totalement disruptif par rapport à ce qu'on a connu avant. Justement, alors moi, ma question était de savoir s'il a renforcé au travers de ses visites sa stature internationale. La détermination. À travers cette visite aujourd'hui. Et puis plus globalement les séquences aux États-Unis ou avec Poutine. Enfin, de toute manière, je pense que je suis pas dans le secret des dieux, hein, pas exagéré, mais je pense que naturellement il y a une curiosité des dirigeants dans le monde vis-à-vis de ce personnage qui est arrivé quand même au terme d'une révolution pacifique au pouvoir. Donc on est un petit peu dans l'attentisme. Bon, l'Arménie n'exagérons rien, nous on est attachés, mais enfin ça pèse pas beaucoup quand même sur l'échiquier international. Je pense qu'un aspect aussi, là où les relations franco-arméniennes sont importantes en ce moment pour Pachinian, c'est que c'est aussi quand même sur la question du Karabakh. Effectivement, il y a eu Lavrov qui a discuté. Bon, les Russes, c'est une chose, mais enfin, l'Arménie ne peut pas être comme ça trop dépendante d'une médiation stricto sensus russe. Et surtout, cette visite intervient à un moment où les États-Unis, on observe un retrait des États-Unis, puisque par exemple ils se sont retirés sur le Kurdistan, le sujet d'avant dont on parlait en Syrie, etc. Donc il y a un retrait des États-Unis qui se sont donc désinvestis de cette question des relations kurdo-turques. On peut pas trop compter sur les États-Unis non plus. On peut se poser la question s'il faut trop compter comme ça sur les médiations, une volonté de médiation américaine. Donc il a besoin aussi de la France pour rééquilibrer les choses, quoi. Je pense aussi, c'est aussi un des aspects des choses. Oui, alors il y a un autre élément important, je pense qu'il faut amener à la connaissance des auditeurs, c'est que Pachinian, Yerevan et Stepanakert n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde, c'est le moins qu'on puisse dire, jusqu'il y a encore quelque temps. Il y a eu les polémiques qu'on connaît autour de la défense des garanties apportées par le président Artsakhiot. Il y avait de l'eau dans le gaz, c'est ce qu'il nous a d'ailleurs dit dans la longue interview qu'il nous a accordée aux Nouvelles d'Arménie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses changent et qu'il sent poindre, il y a deux candidats qui sont, parce qu'il va y avoir des élections donc l'année prochaine en Artsakh, il y a deux candidats qui sont, on va dire, un peu plus pachiniano-compatibles, qui sont en train d'émerger, et ça lui permet d'avoir les coudées un peu plus franches aussi de ce côté-là. Parce que je crois que le grand risque, ça il faut, c'est peut-être, je fais juste une digression, le grand risque c'est d'isoler l'Artsakh, et ce risque on le voit par exemple au travers de l'utilisation par certains responsables républicains de l'Artsakh comme une base arrière. Là, on joue avec le feu. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas que ça devienne une base arrière pour rebondir politiquement en Arménie, parce que là, on joue avec le feu. Si quelqu'un comme Masih Ismailian, l'actuel ministre des Affaires étrangères, ou Araik Anoutsunian, l'oligarque Artsakhiot, prennent le pouvoir, ils ont tous les deux des positions qui sont quand même tout à fait compatibles avec Yerevan, et ça facilitera les négociations. Alors oui, enfin, et d'abord, Araik Anoutsunian, rappelons quand même que c'était un ancien premier ministre du Karabakh. C'est pas simplement un oligarque. Mais on va dire qu'il est, il a fait fortune en Artsakh. Oui, non, mais d'accord. Oui, enfin bon, faut pas non plus, je pense pas qu'il faille exagérer les risques. De toute manière, les Karabakhtis sont bien conscients de leur situation dangereuse dans laquelle ils vivent au quotidien dans une situation de guerre, quoi, voilà. Donc ils savent bien qu'ils ne peuvent pas se lancer dans un aventurisme, et certainement pas à mettre et élire des dirigeants qui auraient une mauvaise relation avec l'Arménie. Naturellement, les gens quand les citoyens du Karabakh vont devoir se déterminer, naturellement, ils vont choisir des gens qui sont, a priori, des bonnes relations avec le Karabakh. Je veux dire, moi, ça me paraît très logique. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même du dissensus. D'accord, mais ils faudront, de toute manière, ils n'ont pas le choix. De toute façon, ils n'ont pas le choix, on est d'accord. Ils n'ont pas le choix. On est d'accord. Peu importe que les gens s'aiment ou s'aiment pas au plus profond d'eux-mêmes, la question c'est qu'ils travaillent ensemble, c'est ça le problème. Alors justement, travailler ensemble, il semblerait quand même que sur le plan interne, cette visite est intervenue aussi au moment où il y avait une forme de contestation étudiante contre un projet sur le rendre facultatif l'enseignement de la langue, de la littérature et de l'histoire arménienne en première année
de facultés. Ce mouvement semble prendre de l'ampleur petit à petit. On a vu les soutiens maintenant affichés des recteurs de différentes universités, de l'Académie des sciences, etc. Même si, alors justement, je voulais avoir votre avis sur ces éléments-là. Alors, 2 minutes. Moi, j'aimerais qu'on recadre les choses. Est-ce qu'on dispense des cours de français à l'université quand on fait chimie? Est-ce qu'on dit... Alors, je veux dire, je suis totalement d'accord sur la défense de la langue arménienne, il n'y a aucun souci, mais est-ce qu'il n'y a pas là simplement quelque chose d'un petit peu rationnel? Continuer à dispenser des cours d'arménien ou d'histoire arménienne obligatoires à l'université dans des matières qui n'ont rien à voir. Bon, est-ce que ça n'a pas été fait, je sais pas, dans le Alors, secondaire? par exemple, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose aux États-Unis, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, même si vous faites physique ou chimie, vous avez des cours de langue et de littérature américaine qui sont dispensés. Je donne juste cet élément. Je ne me prononce pas sur le chose, mais ce sont des modèles de fonctionnement. Et on peut aussi se poser la question si justement il y a ces cours à ce moment-là, parce que dans le même temps, on n'annonce pas d'un renforcement de ces matières-là auparavant. C'est-à-dire que il faut quand même que les étudiants arrivent avec un bagage suffisant. Or, on sait quand même qu'il y a un manque lorsqu'ils passent le bac et les examens. On constate parce qu'il y a un examen de passage après le bac pour rentrer en université, et c'est à ce moment-là qu'on constate quand même qu'il y a des lacunes assez fortes dans la langue arménienne. Je trouve que le niveau de l'arménien, par rapport à ce qu'il était il y a encore une vingtaine d'années, il n'a plus rien à voir, quoi. La langue s'est nettoyée de pas mal de mots russes, et il y a vraiment un effort, et je suis positivement surpris par le niveau des échanges et par voilà, il y a quand même une évolution. On ne peut pas dire que l'arménien régresse, au contraire. Ça fait partie d'ailleurs ça fait partie des très rares langues qui ont connu un rebond et un renouveau au XXe siècle. Il y a l'hébreu, il y a l'arménien, il y a quelques langues. Donc, je m'en félicite, mais est-ce que c'est vraiment un sujet sur lequel on doit polémiquer à ce point? Je sais pas. Alors justement, peut-être est-ce que ce n'est pas le sujet qui est important, mais peut-être que ce sujet met en avant un problème de gouvernance et de dialogue avec justement la société civile qui normalement et les institutions qui étaient alors certes en place mais qui existent, et un gouvernement qui ne dialogue pas justement avec ce mouvement étudiant, avec ces académies. Est-ce qu'il n'a pas reçu ces fameux étudiants? Non, il s'y refuse. D'accord. C'est Pachinian qui c'est Pachinian qui lui est allé les voir et leur a dit. Donc il y a quand même eu un échange entre un échange sur le perron, etc. en disant mais je comprends. D'ailleurs il leur a donné raison. Il a dit je ne comprends pas que le ministre vous ait pas reçu. Et les étudiants lui ont dit mais non, il s'y refuse toujours. Il a dit bon je vais voir ça, mais depuis il y a pas eu d'avancée. Donc et puis on l'a vu également avec la démission de Vasquez Manoukian avant-hier, qui dit moi ça fait un an et demi que je demande un rendez-vous avec Pachinian pour échanger sur différents sujets et il refuse de me rencontrer. Alors est-ce que ce sujet-là, est-ce que cette manifestation met pas en avant peut-être un autre? Effectivement, peut-être que le sujet est pas le truc, mais est-ce qu'il met pas aussi une volonté d'un rouleau compresseur du pouvoir, peut-être à juste raison, c'est à vous de nous le dire, mais qui avance sur sa politique et qui fait fi de tous les corps institutionnels qui peuvent exister. La détermination. Je sais pas s'il faut. Moi, je présenterai pas les choses comme ça. D'abord, premièrement, il faut rappeler que c'est quand même pas le premier mouvement qui se produit en Arménie. Bon, il y a cette affaire concernant l'enseignement de la langue arménienne dans les universités, mais précédemment, il y a eu des manifestations concernant les mines d'or d'Amoulsar. Oui, il faut rappeler. Il y a eu aussi des manifestants concernant les employés du ministère de la Diaspora. Bon, il y a eu d'autres événements là. Je n'ai plus ça en tête. Je veux dire partir. Il y a eu la réforme fiscale, l'instauration de la flat tax, c'est-à-dire le fait qu'on a rendu. On peut y revenir. Oui, enfin, je vais dire partir de cet événement particulier pour essayer d'en tirer un événement général. Moi, je parlerai pas trop là-dessus. Je veux dire.
Enfin, on peut revenir plutôt dans ce cas-là sur la situation politique en Arménie en général. Je veux dire, les jeunesses qui manifestent, c'est quand même des jeunesses proches du parti Tachnak. Le parti Tachnak, c'est quand même clairement, il y a eu une déclaration du bureau mondial du parti Tachnak hier, clairement rangé du côté de l'opposition. Voilà, en disant qu'il y a un certain nombre, critiquant un certain nombre de choses dans pas tellement la déclaration parle plutôt de non pas tellement le mode de gouvernance, mais plutôt le langage, enfin la façon de s'exprimer du gouvernement, etc. Créant des divisions, qui est accusé de diviser le pays. Je veux dire, clairement, la situation en Arménie est un peu, en ce moment, délétère, quoi. Enfin, je sais pas si elle est délétère, mais ce qui est sûr, c'est que il y a des bouts de feu qui essayent d'introduire des thématiques qui génèrent de la division, notamment, par exemple, sur les problématiques liées au LGBTQ. C'est des thématiques qui sont instrumentalisées, et dans ce sens-là, il peut y avoir du danger, qu'il y ait du dialogue, qu'il y ait de l'opposition sociale. Il y a aucun souci qu'il y ait des oppositions, qu'il y ait des manifestations. Moi, je pense que c'est non seulement c'est bien, mais c'est nécessaire. Après, il y a des sujets sur lesquels il faut faire un peu plus attention. Voilà, on pourrait dire, si on parle de la flat tax par exemple, effectivement, je pense que cette flat tax sur l'impôt sur le revenu est une mesure qui, pour moi, n'est pas la meilleure des mesures des mesures qu'il ait prises. D'ailleurs, on voit un mouvement d'aller-retour. Il faut peut-être qu'on explique ce qu'est cette flat tax. Il y avait auparavant un système où il y avait 4 niveaux d'imposition selon le niveau de revenu, et le gouvernement a décidé d'avoir un seul niveau d'imposition à 23%, puis de le diminuer de 1% par an jusqu'en 2023 pour arriver en 2023 à avoir 20%. Il y a eu une forme de revendication sociale exprimée notamment justement par les mouvements de jeunesse de la FRA, qui ont joué aussi là un rôle d'alerte sur ces différentes mesures, en mettant en avant non pas l'inégalité, puisque là justement on devient inégal, mais l'injustice. C'est l'injustice. C'est l'injustice, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le mécanisme de l'égalité, on est dans un mécanisme d'égalité, mais d'injustice, où les plus riches vont plus profiter que les plus pauvres. Alors, j'ai directement posé cette question au Premier ministre, et la réponse qu'il nous a faite, c'est la suivante. Il espère, donc on est dans le domaine de l'espérance, que ces plus riches, ça sera un moyen de les maintenir en Arménie, et il espère que cet argent va être réinvesti en Arménie. Mais on a l'impression d'entendre là Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy. Non, parce que Emmanuel Macron n'est pas favorable à une flat tax pour l'impôt sur le revenu. Non, pas sur l'impôt sur le revenu, mais il a introduit une flat tax sur l'IFI. L'IFI est devenue une flat tax. Tout à fait. Mais donc c'est ça son approche. Donc on est alors Pachinian, c'est quand même quelqu'un de paradoxal, parce qu'il est à la fois libéral et parfois ultra-libéral, mais il est social aussi. C'est-à-dire que les rentrées fiscales très importantes qui ont eu lieu, qui existent aujourd'hui, elles permettent de faire de la redistribution. Et moi, je suis étonné, par exemple, j'ai appris, quand Pachinian nous a donné des chiffres lors du repas en début de semaine à Paris, ils augmentent, si je ne me trompe pas, de 30%. Ils vont avoir des rentrées fiscales qui vont augmenter de 30% entre deux. Il l'avait déjà annoncé au mois de mars-avril, mais effectivement, les rentrées supplémentaires ont servi à augmenter de 10% le salaire des enseignants, le salaire des pompiers, si je ne me trompe pas, la solde des gardes forestiers, la solde des militaires qui a augmenté également de 10%, et justement, c'est un moyen. Mais là où je voulais en venir. Juste pour finir, c'est un moyen qu'il a justement, puisque d'un côté, on réduit là-dessus, et de l'autre côté, en augmentant par le biais du salaire, on rééquilibre l'effet négatif qu'aurait pu avoir une imposition supplémentaire. Donc, il a trouvé ce moyen-là en réintroduisant, en augmentant un certain niveau de salaire là-dessus, pour rééquilibrer cette situation. Donc rééquilibrer. Donc il a entendu quelque part les demandes des manifestants. On va dire que c'est le volet social de son approche libérale du marché. Mais moi, ce qui m'interpelle quand même dans cette augmentation qui me semble quand même assez énorme, à 30%, ça signifie moins que celle des ministres.
moins que celle des ministres, mais laissez-moi aller jusqu'au bout, parce que les ministres, c'est quand même anecdotique. 30%, ça signifie que Pachinian n'a pas fait de miracle quand il est arrivé au pouvoir. L'économie, elle était sur un trend, elle était lancée. Beaucoup de décisions avaient été prises avant, et vous changez pas l'économie comme ça, en claquant des doigts en 3 mois ou 6 mois. Ça signifie quoi? Ça signifie que ces 30%-là, avant, ils allaient dans la poche d'autres personnes. Et ça signifie que cette corruption, aujourd'hui, l'argent récupéré de la corruption permet de redistribuer et de financer ce redémarrage économique et de faire de la redistribution sociale. Et donc, je pense que là, une fois encore, il a raison. Il est sur quelque chose que je soutiens. Je ne le soutiens pas sur la flat tax parce que je pense que c'est une mesure qui est injuste, mais sur cette redistribution et sur la récupération. Alors, si on prend les choses dans le temps, 30% je ne sais pas s'il faut prendre la totalité de 30 ou 20%, mais ça représente des sommes phénoménales à l'échelle d'une décennie. Oui. Alors, juste sur ces 30%, vous avez parlé de la lutte contre la corruption. Effectivement, il y a un volet sur la lutte contre la corruption, mais il faut également parler de la transformation du travail au noir, c'est-à-dire des gens et pas pas des gens très très riches, hein. On parle pas de gens très très riches. On parle de gens qui étaient auto-entrepreneurs et qui avaient un truc et qui ne déclaraient pas fiscalement leurs revenus et qui désormais, face à la menace de poursuites, etc., se sont bien déclarés, puisqu'on a à peu près 40% d'augmentation du nombre de déclarations d'entreprises en Arménie, et ce n'est pas lié à un boom économique, sinon c'est pas 7%, mais ce serait 40%, mais c'est la régularisation de tout un certain nombre d'entrepreneurs qui travaillaient au noir auparavant, et donc qui désormais payent des impôts, payent des taxes, et viennent renflouer. Mais Harout, l'ambiance a changé. Ah oui, l'ambiance a changé. Quiconque est allé en Arménie a pu l'ambiance a changé, et c'est pas moi qui le dis, c'est les investisseurs institutionnels. Il y a 2 ou 3 semaines de ça ou 1 mois de ça, l'Arménie avait besoin de refinancer 500 millions de dollars d'obligations qui arrivaient à échéance, ça en 2020. Et donc, elle a été sur le marché obligataire. Comment ça se passe? Vous allez sur le marché, puis vous dites, voilà, j'ai besoin de 500 millions de dollars. Qui est-ce qui peut me prêter de l'argent, en gros? Bon, on va simplifier les choses. Elle va sur ce marché. Elle a proposé un taux qui était aux alentours de 5%. Ouais. Elle a eu 4 fois plus de demandes que ce dont elle avait besoin. C'est-à-dire qu'elle a eu pour 2 milliards, il y avait une demande pour 2 milliards. Elle a refusé de prendre ces 2 milliards, elle a pris ces 500 millions, elle a fait baisser un peu le taux, puisque ça lui a permis d'en profiter un petit peu. Mais les investisseurs institutionnels regardent aujourd'hui l'Arménie d'un autre œil, et c'est devenu un nouveau spot d'investissement. Et ça, c'est formidable. Alors, c'est évident que, effectivement, pour 2 aspects, là, c'est un peu l'économiste qui parle, mais quand on a des taux internationaux à moins 0,50 et qu'on vous propose du 5%... Enfin, l'Arménie n'est pas l'Allemagne. Oui, justement, mais l'Allemagne est à moins 0,50. Donc, justement, là-dessus, on peut prendre un risque à 5% sur l'Arménie, et puis 3,9. Et puis, néanmoins, faut faire attention, c'est qu'une bonne partie des investisseurs institutionnels sont en réalité les fonds de retraite qui ont été mises en place par le gouvernement, et c'est donc des institutions qui vont financer les retraites des Arméniens qui ont été les principaux investisseurs et qui ont donc acheté cette dette obligataire de l'Arménie. Si l'Arménie devait faire défaillance, c'est aussi la totalité des retraites qui serait pénalisée. Alors non, parce qu'en matière de retraite, il y a quand même des garde-fous, et que ce n'est que 60% des sommes qui sont réinvesties en Arménie, et que les 40 autres % sont investis sur les marchés, sur différents marchés. Vous le dites, 60%, 40%. Je sais pas, effectivement, c'est pas la totalité, mais c'est quand même des proportions importantes. Alors moi, je vois ça d'un autre œil. Moi, je me dis simplement que ces sommes qui permettent de refinancer la dette arménienne, c'est un pactole extraordinaire pour l'économie arménienne et pour son redémarrage. Alors si c'est effectivement les fonds de pension, si c'est Amundi ou le fonds de pension autrichien, je crois, qui a racheté, mais je pense pas qu'ils aient racheté la totalité. Non, ils ont racheté une bonne partie. Ils ont racheté une bonne partie. 60-40. Voilà. Ça reste quand même un outil d'investissement. Alors même chose, là on peut revenir, on peut discuter des fonds de pension parce que c'est un sujet qui peut être on sait ce qui s'est passé aux États-Unis, mais ça dépend de la manière dont c'est géré un fonds de pension. Mais je pense qu'il y a quand même un effet. Il y a un effet Pachinian, et ça il est indéniable. On peut pas lui enlever. Alors dernier sujet, puisqu'on peut passer, mais peut-être vous aviez
vous reviendrez peut-être, mais sur les institutions, notamment, il reste cette question un peu latente. On le voit à travers la demande faite de démission du président du Conseil constitutionnel, qui est un feuilleton qui revient. Alors, comment vous, journalistes, vous l'analysez? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important, ou est-ce qu'on peut considérer que c'est un mécanisme de la vie politique arménienne comme un autre? Enfin, vous qui avez étudié Vallée Détermination, qui avez étudié ce dossier. Le moins qu'on peut dire, c'est que ça crée beaucoup de tensions au sein de la classe politique. Alors, je saurais pas dire, je pense pas que le citoyen arménien est-ce que le citoyen s'intéresse à cette question? Le citoyen, je pense qu'il est un petit peu dépassé par ces questions juridiques. Je dois dire son pseudo de haute volée, parce qu'en réalité, quand on va dans le détail, c'est pseudo de haute volée, mais le niveau n'est pas très haut quand même. Il est évident, donc, je pense pas que vos auditeurs aient suivi tous les méandres de cette affaire qui demande à être suivi quasiment à plein temps pour y comprendre quelque chose. Disons que le Parlement arménien donc a demandé la démission du président de la Cour constitutionnelle, que le gouvernement s'en est mêlé, que tout ça suit de près les péripéties de cette affaire Kocharian qui devient complètement dont les fils commencent à courir un petit peu partout, et donc il y a eu des enquêtes qui ont été dirigées contre le président de la Cour constitutionnelle, donc qui avait été élu par l'équipe précédente au pouvoir. Élu par le Parlement en mars 2008, donc un mois avant la révolution de velours en Arménie. Cette situation a créé des tensions vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme. Du Conseil de l'Europe, pardon, du Conseil dont le président de la commission juridique de Venise est intervenu pour dire que le gouvernement arménien ne peut changer en permanence la composition ne peut changer à chaque changement de gouvernement la composition de la Cour constitutionnelle, et ça nous apporte quelques inquiétudes sur l'avenir, parce que après ça le gouvernement arménien a semblé faire machine arrière, d'autant que entre-temps un fonctionnaire a été arrêté, puis il a été libéré dans l'attente de son procès, mais il est resté comme ça pendant plusieurs mois, ce qui a entraîné aussi la démission de Vasken Manoukian du Conseil public, qui est l'équivalent du Conseil économique et social en France en fait. Et le problème qu'il y a, c'est que depuis plusieurs mois, on sent bien que cette affaire Kocharian dicte une certaine partie de la politique du gouvernement arménien, ce qui pose un problème, parce que cette affaire Kocharian est une affaire d'État très particulière, qu'on ne peut pas en tirer des enseignements d'ordre général, c'est-à-dire que on ne peut pas baser des réformes de portée générale, qui concerneraient tous les citoyens, sur cette affaire qui concerne un ancien président et qui est incriminé en tant qu'ancien président. Bien sûr, on peut en tirer des enseignements, mais certainement pas qui concernent tout à chacun, quoi. Donc ça pose un problème. Et puis surtout, on s'attend à qu'il y ait des nouvelles étapes qui arrivent, puisque la Cour constitutionnelle arménienne doit, dans les prochaines semaines, se prononcer encore sur un autre appel qui est relatif à l'affaire Kocharian, appel pour lequel elle a demandé des avis au Conseil de l'Europe et à la Cour européenne des droits de l'homme, qui doivent donner leurs avis. Alors, quels seront ces avis? Je n'en sais rien, mais ces avis vont être renvoyés à la Cour constitutionnelle, et si ces avis sont en faveur de Kocharian, la Cour constitutionnelle arménienne devra se prononcer sur cette affaire, ce qui pourrait entraîner l'arrêt du procès contre Kocharian. Et compte tenu de l'état de tension et de sensibilité de l'équipe au pouvoir et de Pachinian sur cette affaire, on peut craindre que les réactions seront vives, d'autant que dans le camp d'en face, on ne reste évidemment pas inerte, et que commence à émerger
on voit émerger un certain nombre de forces extra-parlementaires qui commencent à faire entendre leur voix. Ce qui nous interrompt, soit un blocage, une nouvelle crise institutionnelle dans le pays, soit une crise politique, voilà, à moins que quelqu'un débloque la situation. Alors, je ne sais pas. Benjamin, j'aurais bien voulu vous donner la parole, mais le temps file, il est déjà presque 11h30, on n'a pas abordé le dernier sujet. On aura bien entendu l'occasion de revenir sur cette question-là, parce que je pense qu'elle va refaire encore l'actualité. Et donc, je suis désolé, hein, Benjamin, mais on va revenir. Voilà. On va passer au dernier sujet qui concerne la victoire historique obtenue à la Chambre des représentants du Congrès américain le 29 octobre dernier. Une victoire historique obtenue dans un contexte de l'invasion du nord de la Syrie par la Turquie. Mardi, néanmoins, Erdogan était reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche où il a de nouveau tenu des propos négationnistes. On en parlait un peu tout à l'heure. Et puis on apprenait que la résolution au Sénat, indépendante de celle adoptée à la Chambre des représentants, était donc bloquée par le sénateur républicain Lindsey Graham au nom du soutien des États-Unis à la Turquie. Pour en parler sur ce point, nous avons en ligne le président du CDCA, Jules Boyadjian. Jules Boyadjian, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous, ainsi que vos correspondants de l'ANCA, appris l'annonce de ce blocage de la résolution 150 au Sénat ? C'est un exercice qui est hélas attendu et qui nous rappelle combien il est difficile de réussir une résolution, à faire passer une résolution reconnaissant le génocide des Arméniens aux États-Unis. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la manière de faire des diplomates américains pour bloquer des résolutions, c'est d'interdire leur mise à l'ordre du jour, de faire pression sur les autorités en responsabilité au Parlement pour leur empêcher, pour leur intimer l'ordre de ne pas poser ces questions à l'ordre du jour. On l'a vu dans ce qui s'est passé à la Chambre des représentants. Lorsque cette question passe à l'ordre du jour, alors c'est un raz-de-marée. Et ce raz-de-marée est quelque chose quand même qu'il faut entendre comme une volonté très large des représentants de reconnaître le génocide des Arméniens. Oui, parce qu'en fait, au Sénat, un seul sénateur peut bloquer le process. Alors, on va pas rentrer peut-être dans les subtilités de l'organisation américaine institutionnelle, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que on s'inscrit pas dans un processus qui est législatif. On s'inscrit dans un processus qui est l'adoption d'une résolution. Cette résolution constitue la position du Congrès américain. On est dans une logique d'un régime présidentiel où le Parlement, paradoxalement, a plus d'autonomie et donc de force que dans un système comme le système français. Dans ce Parlement, il y a une double légitimité. Il y a la légitimité des États et puis la légitimité très intégrée du Parlement des représentants. Et la Chambre des représentants a adopté cette résolution. On ne se situe pas là-dedans par rapport au Sénat. Peut-être que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est plusieurs choses. La première, c'est le travail important qui a été réalisé depuis de nombreuses années par les organisations arméniennes et essentiellement l'Armenian National Committee of America pour sensibiliser les congressmen américains sur la question du génocide arménien. Nancy Pelosi, depuis 1987, soutient ces résolutions. Adam Schiff, dans les années 2000, a été extrêmement investi sur cette question-là et depuis 17 ans, c'est un petit peu l'équivalent d'un René Rouquet est extrêmement investi sur la question du génocide arménien. Et donc, ce travail d'information et de sensibilisation a payé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez raison de le dire, parce que ce serait d'une certaine manière s'interdire de raisonner au-delà de notre propre situation, le contexte international qui évolue et dont je pense que nous n'en tenons pas suffisamment compte. Évidemment, il y a le contexte de ce qui se passe en Syrie, mais plus globalement, il faut se rendre compte de l'évolution des forces à travers le monde. La Turquie, le président de la République l'a dit d'ailleurs, l'OTAN est dans une situation de mort cérébrale, on le sent réellement, donc ça veut dire qu'il y a des craquellements qui vont avoir des conséquences, y compris de manière différente sur le traitement de la cause arménienne. Alors et donc c'est aussi un peu ce qui s'est passé aux États-Unis et dont il faut avoir conscience.
traitement de la cause arménienne. L'autre aspect qui a défrayé la chronique juste après l'adoption du vote de la loi, c'est la présence de Maïs Ismaïlian, le ministre des Affaires étrangères d'Al-Sarr, lors du vote du 29 octobre, ce qui a été dénoncé par les Azéris. Est-ce que, en fait, la reconnaissance de l'Al-Sarr n'est-il pas le prochain terrain de bataille après la reconnaissance du génocide? Alors, l'Armenian National Committee, tout comme le CDCA, a rehaussé la question de l'Al-Sarr dans l'ordre du jour et dans l'ordre des priorités de la cause arménienne. Ils ont raison de le faire parce que il y a toutes les semaines des Arméniens qui meurent sur la ligne de front, et une stratégie extrêmement forte de l'Azerbaïdjan qui va jusqu'à la compromission d'élus, et je peux le dire puisqu'il y a eu cela a été révélé par des articles de presse. Donc cette compromission d'élus qui est directement organisée par l'Azerbaïdjan, et donc de ce point de vue-là, le fait de rehausser dans l'ordre des priorités la question de l'Al-Sarr est la nouvelle étape, en tout cas, de la cause arménienne. C'est d'autant plus vrai en France, où la France reconnaît publiquement le génocide arménien, où les négationnistes sont dénoncés par les Français d'origine arménienne, mais également par les Français qui n'ont aucune racine arménienne, et c'est particulièrement vrai en France, où l'Azerbaïdjan travaille énormément. Face à cela, nous sommes extrêmement investis. C'est la raison pour laquelle nous organisons un meeting cet après-midi même avec de nombreux élus dans l'objectif de faire une démonstration du caractère rassembleur de la cause de l'Al-Sarr. Vous aurez à Villeurbanne à 18h le maire de Valence, de Bourg-les-Valences, de Dessines, le sénateur Forissier, la députée Kazarian, l'ancien maire et candidat à la mairie Georges Kepénékian, le premier vice-président à la région Étienne Blanc, vous aurez la députée Danielle Kazarian. Donc vous avez cette démonstration de force qui sera organisée cet après-midi à Villeurbanne, parce que nous avons aussi besoin de dire à la communauté arménienne de France et aux élus qui nous soutiennent, désormais la priorité c'est l'Al-Sarr. Merci beaucoup Jules Boyadjian, et bon meeting à vous aussi ce soir à Villeurbanne. Merci beaucoup. Alors messieurs, peut-on qualifier le vote de la Chambre des représentants de grande victoire, ou justement avec ce retournement Trump-Erdogan, on peut quand même émettre quelques réserves? Alors peut-être Benjamin, puisque j'ai pas pu vous donner la parole tout à l'heure. Oui, je voulais juste ajouter une chose, c'est que le fameux Lindsey Graham qui s'est opposé... Alors qui est Lindsey Graham? Lindsey Graham, c'est un représentant au Sénat, c'est un républicain qui est spécialisé dans les questions d'affaires étrangères, qui a dirigé une commission, déjà, donc qui connaît bien la question, et qui a été invité par le président Trump avec Mitch McConnell, qui est le responsable du groupe républicain au Sénat, pendant la rencontre avec Erdogan dans le bureau ovale. C'est quand même très étonnant. C'est quand même très étonnant. Donc il a été invité là-bas, Erdogan a fait son show, il a sorti son iPad, il a montré une vidéo incriminant les Kurdes, et les faisant passer pour des terroristes. Et donc il était là-bas, et bizarrement à la sortie de cette réunion, il prend une position très claire contre. Il bloque la mise aux voix de cette résolution au Sénat. Donc on peut se poser des questions, d'autant plus que on a appris depuis qu'il avait été largement financé par les officines turco-américaines, et donc c'est pas quelqu'un qui est, on va dire, c'est pas quelqu'un de propre. Il a reçu de l'argent du cousin d'Erdogan en 2000, je sais pas combien. Enfin c'est quelqu'un qui est proche de la Turquie. Pour en revenir à la résolution, donc c'est pas étonnant qu'il ait bloqué ça. Pour en revenir à la résolution, moi je vais remettre ça en perspective. Il y a eu déjà 4 autres résolutions ou on va dire prises de position officielles dans l'histoire des États-Unis. 51, 75, 84, 81 par Reagan. À chaque fois, on arrive jusqu'au bout, mais entre guillemets, on ne finalise pas. La résolution 296, elle est formidable parce que c'est une victoire politique cette fois-ci qui est beaucoup plus importante, me semble-t-il, parce qu'elle a été votée par l'immense majorité. C'est une résolution bipartisane, et dans la situation de la politique intérieure actuellement aux États-Unis, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Cela étant, ça reste qu'une résolution, c'est-à-dire que ce n'est pas une loi.
il n'y aura pas de conséquences juridiques. Même si la loi est ensuite votée, même si on trouve un moyen de contourner, même si Mitch McConnell, qui est le responsable du groupe républicain au Sénat, choisit de mettre cette résolution aux voix, il n'y aura pas de conséquences, je veux dire. Donc on est toujours... vous savez, moi je pense que la relation des États-Unis avec la Turquie, elle est conditionnée par la non-reconnaissance du génocide des Arméniens. Et que s'ils tirent cette cartouche sur le plan politique en étant très 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 cynique, parce que là on parle quand même de nos morts, etc. Là je mets ça à distance, mais pour eux c'est une cartouche diplomatique, c'est une manière de garder captive la Turquie en lui disant voilà, si vous allez trop loin, on fait ce pas-là. Et après ils ont d'autres armes, mais ça reste. D'ailleurs, on l'a très bien vu immédiatement après l'engagement de la Turquie dans le nord-est de la Syrie. Il y a un des principaux conseillers qui a fait publiquement part de sa proposition de reconnaître le génocide justement pour contrer. Donc, on est face à une utilisation totalement cynique de cette question. On a bien saisi l'ANCA a très très bien fait son boulot, elle a fait un très gros boulot. Alain Montparian, j'ai vu ses interventions sur les réseaux sociaux, c'est assez impressionnant. Ils ont couvert Twitter, Facebook, Instagram. Donc je veux dire, il y a vraiment un boulot de fond qui a été fait. Et je pense que c'est quand même une victoire, mais ça reste une victoire un petit peu Canada Dry. Et juste une petite chose, c'est une victoire aussi qui a été gagnée cette fois-ci sur les réseaux sociaux, parce que j'estime que l'engagement de quelqu'un comme Kim Kardashian pour ses appels sur Instagram ou sur Twitter, où elle a 62 millions de followers sur Twitter, 151 millions sur Instagram, ses appels au vote de cette révolution, ça nous fait pas. Je pense qu'elle a eu sa petite influence. Donc c'est voilà. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Je pense que les États-Unis ne peuvent pas se priver de cette cartouche qu'ils utilisent de manière très cynique. Alors, le temps file à une vitesse grand V. Alors, dans ce nouveau format, donc je vous ai proposé une carte blanche à chacun d'entre vous. Vous avez donc sur un sujet qui n'a pas été évoqué ce matin, le choix de nous parler d'un sujet que vous considérez comme important dans l'actualité. Alors, Vae Termination, vous souhaitiez nous parler de l'élection du patriarche de Constantinople. D'accord, oui, enfin on a évoqué beaucoup de sujets, effectivement, il y aurait encore d'autres sujets à faire ça. Oui, il faut quand même rappeler que dans ce contexte général de résolution aux États-Unis, et voilà, il va y avoir donc en décembre prochain donc les élections du patriarche, du nouveau patriarche arménien d'Istanbul. Comme vous le savez, Mesrop II est décédé donc en mars dernier, et après ça, donc du nouveau captif d'Istanbul. Pardon ? Du nouveau captif d'Istanbul. Oui, enfin voilà. Et finalement, donc cette élection qui est quand même attendue depuis que Mesrop de Moutafian était tombé malade, c'est-à-dire, enfin ça fait près de 10 ans que l'on attend cette élection, elle va avoir lieu. Alors cette élection, elle va avoir lieu simplement avec 2 candidats. Comme vous le savez, le gouvernement turc n'a pas autorisé un certain nombre d'archevêques non liés au patriarcat à pouvoir se présenter. Ça a été contesté par une partie de la communauté. Il y a 2 plaintes ont été déposées devant les tribunaux, et donc le 7 décembre, il va y avoir l'élection des représentants de l'Église, puisque, alors il faut peut-être rappeler les règles d'élection d'un patriarche arménien selon la constitution arménienne de 1863. Parce qu'on se réfère toujours pour cette élection à la constitution arménienne de 1863. On se réfère pas, on s'inspire de la constitution, de la constitution arménienne de 1863. Donc le patriarche arménien d'Istanbul est élu par une assemblée de représentants laïcs et religieux, élus par les fidèles. Alors les représentants religieux ne sont pas élus sont élus par les ecclésiastiques, et les représentants laïcs sont élus par les fidèles au cours d'une élection qui va avoir lieu le 8 décembre à l'intérieur de toutes les églises arméniennes. Alors pour donner peut-être une idée, ces chiffres, j'ai eu du mal à les contrôler, mais enfin
La dernière élection, l'élection de Mesrop de Moutafian, avait mobilisé 15 000 personnes, donc c'était exceptionnel en nombre de participants à cette élection. On peut douter que ce soit le cas aujourd'hui. Alors les deux candidats donc sont Monseigneur Atéchian, qui a joué le rôle de vicaire général pendant la maladie de Mesrop II pendant un certain temps, et l'actuel Locumtenet Sakspazian, donc Sakmachalian, qui sont les candidats et qui font campagne en ce moment en rencontrant tous les représentants de la communauté arménienne. Donc c'est un événement à suivre. Alors bien évidemment, c'est important dans la mesure où avoir le patriarche arménien d'Istanbul, c'est un renouvellement des institutions, voilà, et que ça compte quand même dans le jeu politique arménien et en particulier dans les relations arméno-turques, même si évidemment le patriarche arménien d'Istanbul, sa mission première, c'est de s'occuper de sa communauté, du bien-être de sa communauté, et évidemment, elle ne s'occupe pas des affaires nationales telles que le génocide ou des choses comme ça. Alors, merci pour cette carte blanche. Peut-être une réaction Non. Tout a été dit sur le sujet. Tout a été dit. Qui maîtrise beaucoup mieux le sujet que moi. Benjamin, vous vouliez nous parler de... Alors, je vais vous parler de Goulamirian, d'Arsène Goulamirian. J'ai été voir son match hier soir. Et alors, je vais vous raconter. Je suis issu d'une famille où la boxe est une quasi-religion. Mon tonton s'appelait Jacques Kéchichian. Il a été un des premiers... Un grand boxeur dans les années 70. Et j'ai retrouvé hier soir une ambiance incroyable au Palais Omnisport de Bercy, à l'Accor Hotel Arena, avec un champion qui est formidable, qui nous représente parfaitement, qui est totalement arménien, totalement français, et qui fait preuve d'une maîtrise dans sa boxe, d'une sportivité, d'un fair play qui font plaisir à voir. C'est vraiment quelqu'un d'exemplaire. Et j'espère qu'il va porter les couleurs de la France et de l'Arménie très haut. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très attachant, très fair play. Il faut le soutenir. Et il nous a fait une démonstration de force hier. Son adversaire était un petit peu en dessous du niveau parce qu'il était vraiment au-dessus, et donc on attend vraiment, c'est un appel que je lance à monsieur Acariès, à Sébastien Acariès, la prochaine fois il faut lui trouver vraiment un challenger à son niveau, et il faut nous faire rêver avec des ceintures mondiales dans d'autres catégories aussi. Écoutez, merci beaucoup pour ces 2 cartes blanches. Merci encore donc à Nouvelle d'Arménie, Benjamin Kéchichian, et à France Arménie, Valet Termination, d'avoir accepté cette première émission. J'espère que ce format vous a plu et que nous allons le reproduire dans les mois à venir de nouveau. Merci encore à tous et bon week-end à tous nos auditeurs. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.